C'est parti pour Alice au pays des merveilles. Chapitre 1. Descente dans le terrier du lapin. Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur, sur le talus, et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais il ne contenait ni images ni dialogue. Et pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni images ni dialogue ? Elle se demandait, dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle se sentait toute endormie et toute stupide à cause de la chaleur. Le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes, lorsque brusquement, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « Oh mon Dieu, je vais être en retard !» Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner. Mais sur le moment, cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d'un bond. Car tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu de lapin pourvu d'une poche de gilet, ni d'une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite, et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans le large terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétra à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir. Le terrier était d'abord creusé, horizontalement, comme un tunnel. Puis il présentait une pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans un puits apparemment très profond. Soit que le puits fut très profond, soit que Alice tomba très lentement. Elle s'aperçut qu'elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu'elle pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits et remarqua qu'elles étaient garnies de placards et d'étagères. Par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle crut un pot sur une étagère. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait « Marmelade d'orange ». Mais à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un, et elle s'arrangea pour le poser dans un placard devant lequel elle passait, tout en tombant. Ma foi, songeait-elle, après une chute pareille, cela me sera bien égal quand je serai à la maison de dégringoler dans l'escalier. Ce qu'on va me trouver courageuse. Ma parole, même si je tombais du haut du toit, je n'en parlerai à personne. Supposition des plus vraisemblables en effet. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finira jamais ? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir, dit-elle à haute voix. Je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. Voyons, cela ferait une chute de 6 à 7 000 kilomètres, du moins je le crois. Car voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre. Et quoique le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances, puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela. Oui, cela doit être la distance exacte. Mais par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve. Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude, pas plus d'ailleurs que la longitude, mais elle jugeait que c'était de très jolis mots, impressionnants à prononcer. Bientôt, elle recommença. Je me demande si je vais traverser la Terre d'un bout à l'autre. Cela sera rudement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois. Cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il n'y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait. Mais je serai alors obligée de leur demander quel est le nom du pays, bien sûr. S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie ? Elle essaya de faire la révérence tout en parlant. Imaginez ce que peut être la révérence pendant qu'on tourne dans le vide. Croyez-vous que vous en seriez capable ? Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander.
Peut-être que je verrai le nom écrit quelque part. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit bientôt à parler. « Je vais beaucoup manquer à Dina ce soir, j'en ai bien peur. » Dina était sa chatte. « J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Ma chère Dina, comme je voudrais t'avoir ici avec moi. Il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains fort, mais tu pourrais attraper une chauve-souris. Et cela, vois-tu, cela ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Je me le demande. » À ce moment, Alice commença à se sentir toute somnolente. Et elle se mit à répéter comme si elle rêvait. « Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? Est-ce que les chats mangent les chauves-souris? » Et parfois, est-ce que les chauves-souris mangent les chats? Car voyez-vous, comme elle était incapable de répondre à aucune des deux questions, peu importait qu'elle posât l'une ou l'autre. Elle sentit qu'elle s'endormait pour de bon. Et elle venait de commencer à rêver qu'elle marchait avec Dina, la main dans la pâte, en lui demandant très sérieusement « Allons, Dina, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé une chauve-souris » Quand brusquement, patatras, elle atterrit sur un tas de branchages et de feuilles mortes, et sa chute prit fin. Alice ne s'était pas fait le moindre mal, et fut sur pied en un moment. Elle leva les yeux, mais tout était noir au-dessus de sa tête. Devant elle s'étendait un autre couloir où elle vit le lapin blanc en train de courir à toute vitesse. Il n'y avait pas un instant à perdre. Voilà notre Alice partie, rapide comme le vent. Elle eut juste le temps d'entendre le lapin dire, en tournant un coin, « Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard !» Elle tourna le coin à son tour, très peu de temps après lui, mais quand elle l'eut tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouvait à présent dans une longue salle basse éclairée par une rangée de lampes accrochées au plafond. Il y avait plusieurs portes autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé. Quand Alice eut marché d'abord dans un sens, puis dans l'autre en essayant de les ouvrir une par une, elle s'en alla tristement vers le milieu de la pièce, en se demandant comment elle pourrait bien faire pour en sortir. Brusquement, elle se trouva près d'une petite table à 3 pieds, entièrement faite de verre massif, sur laquelle il y avait une minuscule clé d'or, et Alice pensa aussitôt que cette clé pouvait fort bien ouvrir l'une des portes de la salle. Hélas, soit que les serrures fussent trop larges, soit que la clé fût trop petite, aucune porte ne voulut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois qu'Alice fit le tour de la pièce, elle découvrit un rideau bas qu'elle n'avait pas encore remarqué. Derrière le rideau se trouvait une petite porte, haute de 40 cm environ. Elle essaya d'introduire la petite clé d'or dans la serrure, et elle fut ravie de constater qu'elle s'y adaptait parfaitement. Alice ouvrit la porte et vit qu'elle donnait sur un petit couloir clair plus grand qu'un trou à rats. S'étant agenouillée, elle aperçut au bout du couloir le jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer. Comme elle désirait sortir de cette pièce sombre pour aller se promener au milieu des parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et des fraîches fontaines, mais elle ne pourrait même pas passer la tête par l'entrée. Et même si ma tête pouvait passer, se disait la pauvre Alice, cela ne me servirait pas à grand-chose à cause de mes épaules. Oh, que je voudrais pouvoir rentrer en moi-même, comme une longue vue. Je crois que j'y arriverais, si je savais seulement comment m'y prendre pour commencer. Car voyez-vous, il venait de se passer tant de choses bizarres, qu'elle en arriva à penser que fort peu de choses étaient vraiment impossibles. Il semblait inutile de rester à attendre près de la petite porte. C'est pourquoi Alice revint vers la table, en espérant presque y trouver une autre clé, ou du moins un livre contenant une recette pour faire rentrer les gens en eux-mêmes, comme des longues vues. Cette fois, elle y vit un petit flacon. Il n'y était sûrement pas tout à l'heure, dit-elle, portant autour du goulot une étiquette de papier sur laquelle étaient magnifiquement imprimés en grosses lettres ces 2 mots. « Bois-moi ». C'était très joli de dire « bois-moi », mais notre prudente petite Alice n'allait pas se dépêcher d'obéir. « Non, je vais d'abord bien regarder », pensa-t-elle, pour voir s'il y a le mot « poison ». Car elle avait lu plusieurs petites histoires charmantes où il était question d'enfants brûlés ou dévorés par des bêtes féroces ou victimes de plusieurs autres mésaventures, tout cela uniquement parce qu'ils avaient refusé de se rappeler les simples règles de conduite que leur ami leur avait enseignées. Par exemple,
qu'un tisonnier chauffé au rouge vous brûle si vous le tenez trop longtemps. Ou que si vous vous faites au doigt une coupure très profonde avec un couteau, votre doigt, d'ordinaire, se met à saigner. Et Alice n'avait jamais oublié que si l'on boit une bonne partie du contenu d'une bouteille portant l'étiquette « poison », cela ne manque presque jamais, tôt ou tard, de vous causer des ennuis. Cependant, ce flacon ne portant décidément pas l'étiquette « poison », Alice se hasarda à en goûter le contenu. Comme il lui parut fort agréable, en fait cela rappelait à la fois la tarte aux cerises, la crème renversée, l'ananas, la dinde rôtie, le caramel et les rôtis chaudes bien beurrées. Elle l'avala séance tenante jusqu'à la dernière goutte. Quelle sensation bizarre, dit Alice. Je dois être en train de rentrer en moi-même, comme une longue vue. Et c'était bien exact, elle ne mesurait plus que 25 cm. Son visage s'éclaira à l'idée qu'elle avait maintenant exactement la taille qu'il fallait pour franchir la petite porte et pénétrer dans l'adorable jardin. Néanmoins, elle attendit d'abord quelques minutes pour voir si elle allait diminuer encore. Elle se sentait un peu inquiète à ce sujet, car, voyez-vous, pensait Alice, à la fin des fins, je pourrais bien disparaître tout à fait comme une bougie. En ce cas, je me demande à quoi je ressemblerais. Et elle essaya d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie une fois que la bougie s'est éteinte, car elle n'arrivait pas à se rappeler avoir jamais vu chose pareille. Au bout d'un moment, comme rien de nouveau ne s'était produit, elle décida d'aller immédiatement dans le jardin. Hélas, pauvre Alice, dès qu'elle fut arrivée à la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la petite clé d'or, et quand elle revint à la table pour s'en saisir, elle s'aperçut qu'il lui était impossible de l'atteindre, quoiqu'elle pût la voir très nettement à travers le verre. Elle essaya tant qu'elle put d'escalader un des pieds de la table, mais il était trop glissant. Aussi, après s'être épuisée des efforts inutiles, la pauvre petite s'assit et fondit en larmes. « Allons, cela ne sert à rien de pleurer comme cela, » se dit-elle d'un ton sévère. « Je te conseille de t'arrêter à l'instant. » Elle avait coutume de se donner de très bons conseils, quoiqu'elle ne les suivît guère. Et parfois elle se réprimandait si vertement que les larmes lui venaient aux yeux. Elle se rappelait qu'un jour elle avait essayé de se gifler pour avoir triché au cours d'une partie de croquet, qu'elle jouait contre elle-même, car cet étrange enfant aimait beaucoup faire semblant d'être deux personnes différentes. Mais c'est bien inutile à présent, pensa la pauvre Alice, de faire semblant d'être deux. C'est tout juste s'il reste assez de moi pour former une seule personne digne de ce nom. Bientôt, son regard tomba sur une petite boîte de verre placée sous la table. Elle l'ouvrit et y trouva un tout petit gâteau sur lequel les mots « Mange-moi » étaient très joliment tracés avec des raisins de Corinthe. « Ma foi, je vais le manger, » dit Alice. « S'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. S'il me fait rapetisser, je pourrai me glisser sous la porte. D'une façon comme de l'autre, j'irai dans le jardin et ensuite advienne que pourra. » Elle mangea un petit bout de gâteau et se dit avec anxiété « Vers le haut ou vers le bas ?» en tenant sa main sur sa tête pour sentir si elle allait monter ou descendre. Or, elle fut toute surprise de constater qu'elle gardait toujours la même taille. Bien sûr, c'est généralement ce qui arrive quand on mange des gâteaux, mais Alice avait tellement pris l'habitude de s'attendre à des choses extravagantes, il lui paraissait ennuyeux et stupide de voir la vie continuer de façon normale. C'est pourquoi elle se mit pour de bon à la besogne et eut bientôt fini le gâteau, jusqu'à la dernière miette. Chapitre 2. La mare de larmes. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Elle était si surprise que sur le moment, elle en oublia complètement de parler correctement. Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue vue qui ait jamais existé. Adieu mes pieds. Car lorsqu'elle le regarda, il lui semblait avoir presque disparu tant ils étaient loin. Oh mes pauvres petits pieds, je me demande qui vous mettra vos bas et vos souliers à présent mes chéris. Pour moi c'est sûr j'en serais incapable. Je serais beaucoup trop loin pour m'occuper de vous. Il vous faudra vous débrouiller tout seul. Mais il faut que je sois gentille avec eux, songea Alice. Sinon, peut-être refuseront-ils de marcher dans la direction où je voudrais aller. Voyons un peu. Je leur donnerai une paire de souliers neufs à chaque Noël. Là-dessus, elle se mit à réfléchir comment elle s'y prendrait pour faire parvenir les souliers à destination.
Il faudra que je les confie à un commissionnaire, pensa-t-elle. Cela aurait l'air fameusement drôle d'envoyer des cadeaux à ses propres pieds. Est-ce que l'adresse paraîtra bizarre? Monsieur prit pied droit d'Alice devant le foyer près de le garde-feu, avec l'affection d'Alice. Oh mon Dieu, quelle bêtise je raconte! Juste à ce moment, sa tête cogna le plafond. En fait, elle mesurait maintenant plus de 2,75 m. Elle s'empara immédiatement de la petite clé d'or et revint en toute hâte vers la porte du jardin. Pauvre Alice, tout ce qu'elle put faire, ce fut de se coucher sur le flanc pour regarder d'un œil le jardin, mais passer de l'autre côté était plus que jamais impossible. Elle s'assit et se remit à pleurer. « Tu devrais avoir honte, se dit Alice. Une grande fille comme toi, c'était le cas de le dire. Pleurer comme tu le fais. Arrête-toi tout de suite, je te le dis. » Mais elle n'en continua pas moins à verser des litres de larmes, jusqu'à ce qu'elle fût entourée d'une grande mare, profonde de 10 cm, qui s'étendait jusqu'au milieu de la pièce. Au bout d'un moment, elle entendit dans le lointain un bruit de petits pas pressés, et elle s'essuya rapidement les yeux pour voir qui arrivait. C'était encore le lapin blanc, magnifiquement vêtu, portant d'une main une paire de gants de chevreau blanc et de l'autre un grand éventail. Il trottait aussi vite qu'il pouvait, et chemin faisant, il marmonnait à mi-voix. « Oh, la duchesse, la duchesse! Oh, ce qu'elle va être furieuse si je l'ai fait attendre !» Alice se sentait si désespérée qu'elle était prête à demander secours au premier venu. Aussi, lorsque le lapin arriva près d'elle, elle commença d'une voix basse et timide. « Je vous en prie, monsieur !» Le lapin sursauta violemment, laissa tomber les gants de chevreau blanc et l'éventail, puis détala dans les ténèbres aussi vite qu'il le put. Alice ramassa l'éventail et les gants, et comme il faisait très chaud dans la pièce, elle se mit à s'éventer sans arrêt tout en parlant. « Mon Dieu, comme tout est bizarre aujourd'hui. Pourtant, hier, les choses se passaient normalement. Je me demande si on m'a changé pendant la nuit. Voyons, réfléchissons. Est-ce que j'étais bien la même quand je me suis levée ce matin? Je crois me rappeler que je me suis sentie un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, la question qui se pose est la suivante. Qui diable puis-je bien être? Ah, c'est là le grand problème. » Elle se mit à penser à toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait pour voir si elle ne serait pas devenue l'une d'elles. « Je suis sûre de ne pas être Ada, » se dit-elle, car elle a de longs cheveux bouclés, alors que les miens ne bouclent pas du tout. Je suis sûre également de ne pas être Mabel, car moi je sais toutes sortes de choses, tandis qu'elle ne sait quasiment rien. De plus, elle est elle et moi je suis moi. Et... oh Seigneur, quel casse-tête! Je vais vérifier si je sais encore tout ce que je savais jusqu'ici. Voyons un peu. 4 x 5 font 12, 4 x 6 font 13, et 4 x 7 font... oh mon Dieu, jamais je n'arriverai jusqu'à 20 à cette allure. Mais la table de multiplication ne prouve rien. Essayons la géographie. Londres est la capitale de Paris, et Paris est la capitale de Rome, et Rome... non, tout cela est faux, j'en suis sûre. On a dû me changer en Mabel. Je vais essayer de réciter. Voyez comme la petite abeille... S'étant croisée les mains sur les genoux comme si elle récitait ses leçons, elle se mit à dire le poème, mais sa voix lui parut rauque et étrange, et les mots vinrent tout différents de ce qu'ils étaient d'habitude. Voyez comme le petit crocodile sait faire briller sa queue en répandant l'eau du Nil sur ses écailles d'or. Comme gaiement il semble sourire, comme il écarte bien ses griffes, comme il accueille les petits poissons en les ensorcelantes mâchoires. Je suis sûre que ce ne sont pas les mots qu'il faut, soupira la pauvre Alice. Et ses yeux s'emplirent à nouveau de larmes, tandis qu'elle poursuivait. Après tout, je dois être Mabel. Il va falloir que j'aille habiter cette misérable petite maison, et je n'aurai quasiment pas de jouets. Et, oh, tant de leçons à apprendre. Non, ma décision est prise. Si je suis Mabel, je reste ici. On aura beau pencher la tête vers moi en disant « Allons, remonte ma chérie », je me contenterai de lever les yeux et de répondre « Dites-moi d'abord qui je suis. Si cela me plaît d'être cette personne-là, alors je remonterai. Sinon, je resterai ici, jusqu'à ce que je sois quelqu'un d'autre. » Mais... oh mon Dieu, s'écria-t-elle, en fondant brusquement en larmes. Je voudrais bien qu'on se décide à pencher la tête vers moi. J'en ai tellement assez d'être toute seule ici.
En disant cela, elle abaissa son regard vers ses mains et fut surprise de voir qu'elle avait mis un des petits gants du chevreau du lapin blanc. Tout en parlant. Comment ai-je pu m'y prendre, songea-t-elle. Je dois être en train de rapetisser. Elle se leva et s'approcha de la table, pour voir par comparaison combien elle mesurait. Elle s'aperçut que, autant qu'elle pouvait en juger, elle avait environ 60 cm de haut, et ne cessait de diminuer rapidement. Elle comprit bientôt que ceci était dû à l'éventail qu'elle tenait. Elle le lâcha en toute hâte, juste à temps pour éviter de disparaître tout à fait. Cette fois je l'ai échappé belle, dit Alice, tout effrayée de sa brusque transformation, mais très heureuse d'être encore de ce monde. Et maintenant au jardin. Elle revint en courant à toute vitesse vers la petite porte. Hélas, la petite porte était de nouveau fermée, et la petite clé d'or se trouvait sur la table, comme auparavant. Les choses vont de mal en pis, pensa la pauvre enfant, car jamais je n'ai été aussi petite qu'à présent, non jamais. C'est trop de malchance, vraiment. Comme elle disait ces mots, son pied glissa, et un instant plus tard, plouf, elle se trouvait plongée dans l'eau salée jusqu'au menton. Sa première idée fut qu'elle était tombée dans la mer. Elle ne savait comment, et dans ce cas, songea-t-elle, je vais pouvoir rentrer par le train. Alice était allée au bord de la mer une seule fois dans sa vie, et elle en avait tiré cette conclusion générale que, partout où on allait sur les côtes anglaises, on trouvait un grand nombre de cabines de bain roulant dans l'eau. Des enfants en train de faire des trous dans le sable avec des pelles en bois, puis une rangée de pensions de famille, et enfin une gare de chemin de fer. Cependant, elle ne tarda pas à comprendre qu'elle était dans la mare formée par les larmes qu'elle avait versées lorsqu'elle avait 2,75 m de haut. « Comme je regrette d'avoir tant pleuré !» s'exclamait Alice, tout en nageant pour essayer de se tirer de là. « Je suppose qu'en punition, je vais me noyer dans mes propres larmes. C'est cela qui serait bizarre. Pour cela, oui, il est vrai que tout est bizarre aujourd'hui. » À cet instant précis, elle entendit patauger non loin dans la mare, et elle nagea de ce côté-là pour voir de quoi il s'agissait. Elle crut d'abord que cela pouvait être un morse ou un hippopotame. Mais ensuite, elle se rappela combien elle était à présent petite, et elle ne tarda pas à s'apercevoir que ce n'était qu'une souris qui avait glissé dans la mare, exactement comme elle. Est-ce que cela servirait à quelque chose maintenant, pensa Alice, de parler à cette souris? Tout est tellement extravagant dans ce souterrain qu'elle est très probablement capable de parler. En tout cas, je peux toujours essayer. Elle commença donc ainsi. « Oh, souris, sais-tu comment on peut sortir de cette mare? Je suis lasse de nager par ici. Oh, souris. » Alice estimait qu'il fallait s'adresser en ces termes à une souris. Jamais encore elle ne s'était exprimée de la sorte, mais elle venait de se rappeler avoir lu dans la grammaire latine de son frère « Une souris, d'une souris à une souris aux souris. » La souris la regarda avec curiosité. Alice crut même la voir cligner l'un de ses petits yeux. Mais elle ne répondit pas. Peut-être ne comprend-elle pas l'anglais, pensa Alice. Ce doit être une souris française, venue ici avec Guillaume le Conquérant. Malgré tout son savoir historique, Alice avait des idées très vagues sur la chronologie des événements. En conséquence, elle dit « Où est ma chatte ?» ce qui était la première phrase de son manuel de français. La souris bondit brusquement hors de l'eau, et tout son corps parut frissonner de terreur. « Oh, je te demande pardon !» s'écria aussitôt Alice, craignant d'avoir froissé la pauvre bête. « J'avais complètement oublié que tu n'aimes pas les chats. »« Que je n'aime pas les chats ?» s'exclama la souris d'une voix perçante et furieuse. « Et toi, tu les aimerais, les chats, si tu étais à ma place ?»« Ma foi, peut-être bien que non, » répondit Alice d'un ton conciliant. « Ne te mets pas en colère pour cela. Pourtant, je voudrais bien pouvoir te montrer notre chatte Dina. Je crois que tu te prendrais affection pour les chats si tu pouvais seulement la voir une fois. Elle est si pacifique, cette chère Dina, » continua la fillette, comme si elle parlait pour elle seule, en nageant paresseusement dans la mare. Elle reste assise au coin du feu, à ronronner si gentiment tout en se léchant les pattes et en se lavant la figure. Et puis, c'est si doux de la caresser. Enfin, elle est vraiment de première force pour attraper les souris. « Oh, je te demande pardon !» s'écria de nouveau Alice, car cette fois-ci, la souris était toute hérissée et la petite fille était sûre de l'avoir offensée gravement.
Nous ne parlerons plus de Machel, puisque cela te déplaît. Nous n'en parlerons plus, s'écria la souris qui tremblait jusqu'au bout de la queue. Comme si moi j'allais parler d'une chose pareille. Dans notre famille, nous avons toujours exécré les chats. Ce sont des créatures vulgaires, viles, répugnantes. Ne t'avise plus de prononcer le mot chat. Je m'en garderai bien, dit Alice qui avait hâte de changer de conversation. Est-ce que tu aimes les chiens? La souris ne répondit pas. Aussi Alice continua avec empressement. Il y a près de chez nous un petit chien si charmant que j'aimerais bien pouvoir te le montrer. Vois-tu, c'est un petit terrier à l'œil vif, avec de si longs poils bouclés. Il rapporte tous les objets qu'on lui jette. Il fait le beau pour quémander son dîner, et il fait tellement de tours que je ne me rappelle pas la moitié. Il appartient à un fermier qui dit que ce chien lui est si utile qu'il vaut plus de 1000 francs. Il dit qu'il tue les rats, et... Oh mon Dieu, s'écria Alice d'un ton chagrin, j'ai bien peur de te l'avoir offensé une fois de plus. En effet, la souris s'éloignait d'elle en nageant aussi vite que possible et en soulevant une véritable tempête à la surface de la mare. Alice l'appela doucement. « Ma petite souris chérie, je t'en prie, reviens, et nous ne parlerons plus ni de chat ni de chien, puisque tu ne les aimes pas. » Quand la souris entendit cela, elle fit demi-tour et nagea lentement vers Alice. Son visage était tout pâle, de colère, pensa la petite fille. Et elle déclara d'une voix basse et tremblante. « Regagnons la rive, là je te raconterai mon histoire. Tu comprendras alors pourquoi je déteste les chiens et les chats. » Il était grand temps de partir, la mare se trouvant à présent fort encombrée par les oiseaux et les animaux qui y étaient tombés. Il y avait un canard, un dodo, un lori, un aiglon et plusieurs autres créatures bizarres. Alice montra le chemin et toute la troupe gagna la terre à la nage. Chapitre 3. Une course au caucus et une longue histoire. Étrange troupe, en vérité, que celle qui s'assembla sur la rive. Oiseaux aux plumes mouillées, animaux dont la fourrure collait au corps, tous trempés comme des soupes, mal à l'aise et de mauvaise humeur. Naturellement, la question la plus importante était de savoir comment se sécher. Ils tinrent conseil à ce sujet, et au bout de quelques minutes, Alice trouva tout naturel de bavarder familièrement avec eux, comme si elle les avait connus toute sa vie. En réalité, elle eut une longue discussion avec le lori qui finit par bouder et se contenta de déclarer « Je suis plus âgée que toi, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire. » Mais Alice ne voulut pas admettre cela avant de connaître son âge. Et comme le lori refusa catégoriquement de le dire, les choses en restèrent là. Finalement, la souris, qui semblait avoir de l'autorité sur eux, ordonna d'une voix forte « Asseyez-vous, tous tant que vous êtes, et écoutez-moi. Je vais vous sécher, moi, en 2 temps 3 mouvements. » Tous s'assirent aussitôt en formant un large cercle, dont la souris était le centre. Alice la regardait fixement d'un air inquiet, car elle était sûre d'attraper un mauvais rhume si elle ne se séchait pas très vite. Reprit la souris d'un air important. Tout le monde est prêt? Voici la chose la plus aride que je connaisse. Faites silence, s'il vous plaît. Guillaume le Conquérant, à la cause duquel le pape était favorable, reçut bientôt la soumission des Anglais qui avaient besoin de chefs et qui étaient habitués depuis quelque temps à l'usurpation et à la conquête. Edwin des Morcar, comte de Mercie et de Northumbrie. Pouah! S'exclama le lori en frissonnant. Je te demande pardon, dit la souris très poliment mais en fronçant les sourcils. Tu as dit quelque chose? Cela n'est pas pour moi, répliqua vivement le lori. Ah, j'avais cru t'entendre parler. Je continue. Edwin et Morcar, comte de Mercie et de Northumbrie, se déclarèrent pour lui, et Stigand lui-même, l'archevêque de Canterbury, bien connu pour son patriotisme, trouvant cela opportun. Trouvant quoi? Demanda le canard. Trouvant cela, répondit la souris d'un ton plutôt maussade. Je suppose que tu sais ce que cela veut dire. Je sais ce que cela veut dire quand c'est moi qui le trouve, rétorqua le canard. C'est généralement une grenouille ou un ver. La question est de savoir ce que trouva l'archevêque. La souris fit semblant de ne pas avoir entendu cette question et continua vivement. Trouvant cela opportun, accompagna Edgar Ateling à la rencontre de Guillaume pour offrir la couronne à ce dernier.
Tout d'abord, l'attitude de Guillaume fut raisonnable, mais l'insolence de ces Normands... « Comment te sens-tu à présent, ma petite » dit-elle en se tournant vers Alice. « Plus mouillée que jamais » répondit la fillette d'une voix mélancolique. « Cela n'a pas l'air de me sécher le moins du monde. » Dans ce cas, déclara solennellement le dodo en se levant, je propose que la réunion soit remise à une date ultérieure et que nous adoptions sans plus tarder des mesures plus énergiques qui soient de nature à... Parle plus simplement, s'éclama l'aiglon. Je ne comprends pas la moitié de ces grands mots, et par-dessus le marché, je crois que tu ne comprends pas toi non plus. Sur ces mots, il baissa la tête pour dissimuler un sourire. On entendit nettement quelques oiseaux ricaner. Ce que j'allais dire, reprit le dodo d'un ton vexé, c'est que la meilleure chose pour nous sécher serait une course au caucus. Qu'est-ce que c'est qu'une course au caucus demanda Alice. Non pas qu'elle tint beaucoup à le savoir, mais le dodo s'était tu, comme s'il estimait que quelqu'un devait prendre la parole. Et personne n'avait l'air de pouvoir parler. Ma foi, répondit-il, la meilleure façon d'expliquer ce qu'est une course au caucus, c'est de la faire. Et comme vous pourriez avoir envie d'essayer vous-même un jour d'hiver, je vais tout vous raconter comment le dodo procéda. D'abord, il traça les limites d'une piste de course à peu près circulaire. La forme exacte n'a pas d'importance. Puis, tous les membres du groupe se placèrent le long de la piste, au petit bonheur. Pas de 1, 2, 3, partez. Chacun se mit à courir quand il l'eut plu et s'arrêta de même, si bien qu'il fut assez difficile de savoir à quel moment la course était terminée. Néanmoins, lorsqu'il eut couru pendant une demi-heure environ et qu'ils furent tout aussi bien secs de nouveau, le dodo cria brusquement « La course est finie !» Pourquoi ? Ils s'attroupèrent autour de lui en demandant d'une voix haletante « Mais qui a gagné ?» Le dodo ne put répondre à cette question avant d'avoir mûrement réfléchi. Et il resta assis pendant un bon moment. Un doigt sur le front, c'est dans cette position qu'on voit Shakespeare, la plupart du temps sur des tableaux, qui le représentent. Tandis que les autres attendaient sans rien dire. Finalement, il déclara « Tout le monde a gagné, et tous nous devons recevoir des prix. » « Mais qui va donner les prix ?» demandèrent les autres en chœur. « C'est elle, bien sûr !» dit le dodo en montrant Alice du doigt. Et immédiatement, tous s'attroupèrent autour d'elle en criant tumultueusement « Des prix, des prix !» Alice ne savait que faire. En désespoir de cause, elle mit la main à la poche, en tira une boîte de dragées, heureusement l'eau salée n'y avait pas pénétré, et les distribua à la ronde en guise de prix. Il y en avait exactement une pour chacun. « Mais il faut qu'elle ait un prix, elle aussi !» dit la souris. « Bien sûr !» approuva le dodo d'un ton très sérieux. « Qu'as-tu encore dans ta poche ?» continua-t-il en se tournant vers Alice. « Rien qu'un dé à coudre » répondit-elle tristement. « Passe-le-moi » ordonna-t-il. Une fois de plus, tous se pressèrent autour d'elle, tandis que le dodo présentait solennellement le dé à Alice, en disant « Nous te prions de bien vouloir accepter cet élégant dé à coudre. » Et quand il eut achevé ce bref discours, les assistants poussèrent des exclamations. Alice jugea tout cela parfaitement absurde, mais ils avaient l'air si sérieux qu'elle n'osa pas rire. Comme elle ne trouvait rien à répondre, elle se contenta de s'incliner et de prendre le dé, d'un air aussi grave que possible. Il fallait à présent manger les dragées, ce qui n'alla pas sans beaucoup de bruit et de désordre. En effet, les gros oiseaux se plaignirent de ne pouvoir apprécier le goût des leurs, et les petits s'étranglèrent si bien qu'on fut obligé de leur tapoter le dos. Cependant, tout finit par s'arranger. Ils s'assirent en cercle de nouveau et prièrent la souris de leur narrer autre chose. « Tu m'avais promis, te souviens-tu, dit Alice, de me raconter ton histoire et de m'expliquer pourquoi tu détestes les ch... et les ch... ajouta-t-elle à voix basse, craignant de la froisser une fois de plus. « Elle est bien longue et bien triste, s'exclama la souris en soupirant et en regardant sa queue. « Il est exact qu'elle est très longue, déclara Alice en regardant la queue elle aussi, d'un air stupéfait. Mais pourquoi la trouves-tu triste ?» Et pendant que la souris parlait, Alice continuait à se casser la tête à ce propos, de sorte que l'idée qu'elle se faisait de l'histoire ressemblait un peu à ceci.
furie dit à une souris qu'il avait trouvé au logis. Allons devant le tribunal, je te poursuis devant la loi, je n'accepte pas de refus. Il faut que ce procès ait lieu, car ce matin, en vérité, je n'ai rien à faire de mieux. La souris répond au roquet. Mon cher monsieur, un tel procès sans jury et sans juge ne se peut pas, je le crains fort. Je serai juge, je serai juré, répondit le rusé Furie. C'est moi qui rendrai le verdict et te condamnerai à mort. Tu n'écoutes pas, reprocha Alice la souris d'un ton sévère. À quoi penses-tu donc? Je te demande pardon, dit Alice très humblement. Tu en étais arrivée à la 5e courbe, n'est-ce pas? Mais pas du tout, s'éclama la souris d'un ton furieux. Je n'étais pas encore au nœud de mon histoire. Il y a donc un nœud quelque part? Demanda Alice, toujours prête à rendre service, en regardant anxieusement autour d'elle. Oh, je t'en prie, laisse-moi t'aider à le défaire. Jamais de la vie, rétorqua la souris, en se levant et en s'éloignant. Tu m'insultes en racontant des bêtises pareilles. Je ne l'ai pas fait exprès, dit la pauvre Alice pour s'excuser. Mais tu te froisses pour un rien, tu sais. La souris, en guise de réponse, se contenta de grogner. Je t'en prie, reviens et achève ton histoire, s'écria Alice. Et tous les autres s'exclamèrent en chœur. Oui, nous t'en prions. Mais la souris se contenta de hocher la tête avec impatience, en s'éloignant un peu plus vite. Quel dommage qu'elle n'ait pas voulu rester, déclara le lori en soupirant. Aussitôt qu'elle eut disparu, et une vieille mère crabe profita de l'occasion pour dire à sa fille « Ah, ma chérie, que ceci te serve de leçon et t'apprenne à ne jamais te mettre en colère. » « Tais-toi, maman, répondit la petite d'un ton acariâtre. Ma parole, tu ferais perdre patience à une huître. Ce que je voudrais avoir notre Dinah avec moi, s'exclama Alice à haute voix, mais sans s'adresser à personne en particulier. Elle aurait vite fait de la ramener. Et qui est Dinah, si je puis me permettre de poser cette question? Demanda le lori. Alice répondit avec empressement, car elle était toujours prête à parler de son animal favori. Dinah est notre petite chatte. Elle n'a pas sa pareille pour attraper les souris. Tu ne peux pas t'en faire une idée. Et je voudrais que tu la vois quand elle chasse les oiseaux. Elle avale un petit oiseau en un rien de temps. Ces paroles causèrent une grande sensation dans l'assistance. Quelques oiseaux s'envolèrent sans plus attendre. Une vieille pie commença à s'emmitoufler très soigneusement, en marmottant. Il faut absolument que je rentre. L'air de la nuit ne me fait mal à la gorge. Et un canard cria à ses enfants d'une voix tremblante. Partons, mes chéris. Vous devriez être au lit depuis longtemps. Sous des prétextes divers, tous s'éloignèrent. Et bientôt, Alice se trouva seule. Ce que je regrette d'avoir parlé de Dinah, se dit-elle d'une voix mélancolique. Personne ici n'a l'air de l'aimer. Et pourtant, je suis sûre que c'est la meilleure chatte du monde. Oh, ma Dinah chérie, je me demande si je te reverrai jamais. Là-dessus, la pauvre Alice se mit à pleurer, car elle se sentait très seule et découragée. Au bout d'un court moment, cependant, elle entendit dans le lointain un léger bruit de pas. Alors, elle leva les yeux avides, espérant vaguement que la souris avait changé d'idée et revenait pour achever son histoire. Je vais m'arrêter là.